Un berger allemand était suspendu par une patte à un gratte-ciel. Ce qu'il a fait ensuite a laissé tout le monde en larmes. L'histoire que vous allez écouter vous brisera le cœur, mais vous le reconstruira. Que se passe-t-il lorsqu'une fillette de 5 ans remarque quelque chose que personne d'autre ne peut voir? La réponse vous fera pleurer. Le soleil matinal entrait par la fenêtre de la cuisine de l'appartement des Parker, au 15e étage, projetant des carreaux dorés sur la table du petit déjeuner. Emma Parker, une infirmière urgentiste fatiguée qui venait de terminer son service de nuit, se versait une 3e tasse de café pendant que son mari, Tom, feuilletait le journal avant de partir pour son chantier. Leur fille, Mia, une petite fille minuscule aux yeux curieux qui semblait en savoir plus que la plupart des enfants de 5 ans, a soudainement arrêté de manger ses céréales. « Maman, » dit Mia, sa cuillère figée à moitié contre sa bouche, « il y a un chien sur le point de tomber. » Emma se frotta les yeux, l'épuisement d'une journée de travail de 12 heures pesant sur elle. « Qu'est-ce que c'était, ma chérie? »« Un chien. Il est pendu à ce grand immeuble, » dit Mia en montrant par la fenêtre le gratte-ciel étincelant de l'autre côté de la rue. Tom leva les yeux de son journal et échangea un regard entendu avec sa femme. Ce n'était pas la première fois que Mia voyait quelque chose d'inhabituel. Le mois dernier, elle avait affirmé qu'il y avait un oiseau à l'aile cassée sur leur balcon avant même que quiconque ne l'ait remarqué. Le mois précédent, elle avait appris la chute de Madame Wilson dans l'appartement 12B avant l'arrivée de l'ambulance. « Chérie, ce bâtiment fait plus de 150 mètres de haut, » dit doucement Emma. « On ne peut pas voir un chien d'ici. » Mia repoussa son bol de céréales et pressa son visage contre la vitre. « Il est là, maman. Il a peur. Il est accroché par la patte au lave-vitre au 30e étage. Regarde, s'il te plaît. » Tom soupira et plia son journal. « Je vais lui faire plaisir, » murmura-t-il à Emma, qui haussa les épaules. Il rejoignit Mia à la fenêtre. « Montre-moi où tu crois voir ce chien, princesse. » Mia pointa le doigt vers la vitre. « Là, compte jusqu'à 3 étages. Tu vois la plateforme bleue? Il y est pendu. » Tom plissa les yeux exorbités. Il y avait bien une plateforme de lavage de vitres visible au 30e étage de la tour Horizon, mais elle était trop éloignée pour en distinguer les détails. « Je ne vois pas de chien, » dit-il, bien que sa voix soit teintée d'incertitude. Emma les rejoignit, la tasse de café fumant au chaud dans les mains. Tom utilise les jumelles, celles qu'on a pour observer les oiseaux. Tom récupéra les jumelles dans le placard du hall. En fixant le bâtiment au loin, son sourire désinvolte s'effaça. Bon sang! Il s'interrompit, se souvenant de la présence de Mia. Emma, regarde ça. Emma prit les jumelles. Regardant à travers, ses yeux fatigués s'écarquillèrent soudain sous le choc, elle vit ce qui se passait, là, au 30e étage de la tour Horizon, un imposant berger allemand était bel et bien suspendu par une patte au bord de la plateforme de lavage de vitres, son corps se balançant dangereusement au-dessus de la rue. Oh mon Dieu, halta-t-elle. Mia a raison, il y a vraiment un chien dehors. Comment as-tu vu ça sans jumelles, Mia, demanda Tom, mais Mia n'écoutait pas. Elle enfilait ses chaussures avec ses petits doigts déterminés. Il faut l'aider, maman. Il appelle à l'aide. Emma prit le téléphone et appela les secours, tandis que Tom s'agenouillait à côté de Mia. Comment le savais-tu, princesse? Ce bâtiment est si loin. Mia regarda son père avec des yeux qui semblaient plus vieux que son âge. Je viens de l'entendre appeler. Il a très peur, papa. En moins de 20 minutes, Emma, Tom et Mia s'étaient précipités en bas et avaient traversé la rue jusqu'au pied de la tour Horizon. Une foule s'était déjà rassemblée, les coups tendus vers le ciel. Quelqu'un avait appelé la chaîne d'information locale, et une camionnette avec le logo de Chanel 7 s'était arrêtée à l'arrivée des Parker. « C'est mon chien !» cria une voix. Un homme âgé, vêtu d'une blouse d'hôpital et d'un peignoir, était assis dans un fauteuil roulant près de l'entrée du bâtiment, un préposé se tenant nerveusement derrière lui. « C'est mon Max. Il a dû me suivre quand ils m'ont emmené à l'hôpital hier. » Emma s'approcha de l'homme. « Monsieur,
vous ne devriez pas sortir de l'hôpital. Le vieil homme fixait la minuscule silhouette au-dessus de lui. Il fallait que je vienne, dit-il, les mains tremblantes sur ses genoux. Il ne me reste plus que lui. Je m'appelle Walter et j'habite au 31e étage. Max a dû s'échapper. D'autres véhicules d'urgence sont arrivés, des camions de pompiers, des voitures de police et une équipe de sauvetage animalier. La foule avait grossi jusqu'à atteindre près d'une centaine de personnes, toutes observant avec horreur et impuissance le berger allemand luttant pour maintenir son emprise sur la plateforme. La chef des pompiers Davis, une femme à l'air sévère, les cheveux poivre et sel relevés en un chignon serré, évaluait la situation avec des jumelles puissantes. Cette plateforme est endommagée, on dirait qu'elle s'est détachée d'un de ses câbles. On ne peut envoyer personne là-haut, elle ne supportera pas le poids d'un adulte. L'agent Ben Rodriguez, un jeune policier compatissant fraîchement arrivé dans la police, secoua la tête. On ne peut pas laisser tomber ce chien. Il faudra peut-être le faire, a déclaré Howard Jenkins, le gérant de l'immeuble, un homme nerveux vêtu d'un costume mal ajusté qui s'essuyait le front avec un mouchoir. Si cette plateforme cède, elle pourrait endommager le bâtiment ou blesser quelqu'un en dessous. Il faut dégager la zone et attendre que la nature reprenne son cours. Vous voulez dire attendre que le chien tombe et meure, demanda Tom d'une voix plus forte. Le gérant de l'immeuble tressaillit. Je pense juste à la responsabilité, monsieur. Un murmure de désapprobation parcourut la foule. L'hélicoptère ne peut pas s'approcher suffisamment, annonça le chef Davis après une consultation radio. Le vent entre ces bâtiments crée un effet tunnel, c'est trop dangereux. Walter sanglotait doucement dans son fauteuil roulant. S'il vous plaît, sauvez-le. Mia tira sur la manche de sa mère. Maman, Max me parle. Emma s'agenouilla près de sa fille et écarta une mèche de cheveux de son visage. Que veux-tu dire, ma puce? Le chien, il ne s'appelle pas Max, mais Thunder, dit Mia d'un ton neutre. Le vieil homme a oublié parce qu'il était malade. Il dit qu'il cherchait de l'aide pour son maître quand il s'est retrouvé coincé. Walter éleva les yeux en entendant les mots de Mia. Tonnerre! C'est ainsi que ma défunte épouse l'appelait. J'ai commencé à l'appeler Max après son décès. Emma et Tom échangèrent des regards inquiets. Mia avait déjà fait ça auparavant, elle savait des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Thunder a besoin d'aide, maman, il glisse, dit Mia avec urgence, les yeux fixés sur la plateforme lointaine. Comme prévu, la foule halta lorsque la patte du berger allemand glissa légèrement, obligeant l'animal à se débattre pour mieux s'agripper. La plateforme s'inclina dangereusement. Nous sommes à court d'options, a admis le chef Davis. Les ingénieurs en structure disent que nous ne pouvons pas sécuriser la plateforme par le dessus ou par le dessous sans risquer qu'elle se brise complètement. Et depuis l'intérieur du bâtiment, demanda Tom. Les fenêtres les plus proches ne s'ouvrent pas assez pour qu'un adulte puisse les atteindre, a expliqué le gérant de l'immeuble. Ce sont des fenêtres de sécurité, elles ne s'ouvrent que d'environ 20 cm. Mia tira la main de Tom. Papa, je peux l'aider. Thunder me montre comment faire. Il y a une porte spéciale derrière la grande usine au 30e étage, elle mène à l'endroit où les laveurs de vitres rangent leurs affaires. Le gestionnaire de l'immeuble haussa les sourcils. Comment pouvait-elle savoir pour l'accès de maintenance? Ce n'est pas sur les plans des bâtiments publics. Tom se tourna vers lui. A-t-elle raison? Existe-t-il une telle porte? Howard Jenkins hocha lentement la tête. Oui, mais elle est verrouillée. Seul le personnel d'entretien a la clé. L'agent Rodriguez prit la parole. On peut utiliser ça pour atteindre le chien. Théoriquement, oui, répondit Jenkins, mais la trappe d'accès à la plateforme est petite. Elle a été conçue pour l'équipement, pas pour les personnes. À quel point? Demanda Emma. Environ 60 cm sur 60 cm, dit Jenkins. Un adulte ne pourrait pas passer à travers. Tout le monde resta silencieux tandis que l'implication flottait dans l'air. Non, dit Emma fermement en serrant Mia contre elle. Absolument pas. Bien sûr que non, a acquiescé le chef Davis.
Nous n'enverrions jamais un enfant dans une situation aussi dangereuse. L'attention de la foule fut à nouveau attirée vers le haut lorsque la plateforme se décala, s'abaissant de plusieurs centimètres. Le tonnerre hurla, sa patte tenant à peine sa prise. La foule haleta collectivement. « S'il vous plaît, il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire, » supplia Walter, les larmes coulant sur son visage buriné. L'équipe de presse avait installé son équipement et diffusait en direct. « Nous sommes au pied de la tour Horizon », a annoncé la journaliste dans son micro, où un berger allemand lutte pour sa vie 30 étages au-dessus de nous. Les secours sont arrivés, mais aucun plan de sauvetage n'a été établi pour le moment. Les yeux de Mia ne quittaient jamais la petite silhouette suspendue dans les airs. « Il est fatigué, maman, » murmura-t-elle. « Il a mal à la patte. »« Comment sais-tu ces choses, Mia ?» demanda Emma, un mélange d'émerveillement et de peur dans la voix. Mia haussa les épaules. « C'est tout. Parfois, les animaux me parlent, non pas avec des mots, mais avec des images et des émotions. Grand-mère disait, j'ai son don. » La mère d'Emma avait souvent affirmé entretenir un lien particulier avec les animaux, une affirmation qu'Emma avait rejetée comme un fantasme. Maintenant, elle n'en était plus si sûre. Un deuxième câble de la plateforme céda dans un craquement sec, audible même depuis le sol. La plateforme bascula brusquement sur le côté, ne tenant plus que par un seul câble. Thunder se débattit désespérément, parvenant tant bien que mal à maintenir son emprise, mais il était clair qu'il ne tiendrait plus très longtemps. « Nous avons quelques minutes, pas des heures, » a déclaré le chef Davis d'un ton sombre. Soudain, Mia se dégagea de l'emprise de sa mère. « Je dois l'aider maintenant. » Avant que quiconque puisse réagir, elle se précipita vers l'entrée du bâtiment. « Mia !» cria Emma en se précipitant à la poursuite de sa fille. Tom était un pas derrière, mais Mia était rapide et petite. Elle se glissa par la porte tournante et entra dans le hall. « Arrêtez cet enfant !» a crié le gérant de l'immeuble au gardien de sécurité, mais celui-ci était trop lent. Mia atteignit les ascenseurs et appuya à plusieurs reprises sur le bouton « Monter ». Les gens dans le hall fixèrent la petite fille, perplexes. Emma et Tom ont fait irruption à travers les portes juste au moment où un ascenseur arrivait et ses portes s'ouvraient. « Mia Parker, arrête tout de suite !» cria Emma, mais Mia s'était déjà précipitée dans l'ascenseur. Un homme d'affaires sortit, désorienté par le brouhaha, bloquant par inadvertance le passage d'Emma et de Tom. Les portes de l'ascenseur commencèrent à se fermer. « 30e étage !» entendirent Mia crier alors que les portes se fermaient. « Appel en haut !» cria Tom à l'agent de sécurité. « Dis-leur d'arrêter. » Une petite fille quand l'ascenseur s'ouvre. Le gardien tâtonnait avec sa radio tandis qu'Emma appuyait frénétiquement sur le bouton d'appel d'un autre ascenseur. Dehors, la foule, confuse, observait le drame se dérouler au-dessus et en dessous d'elle. La jeune fille vue plus tôt venait de s'engouffrer dans le bâtiment. La journaliste informa ses téléspectateurs, ses parents semblent la poursuivre. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe, mais il semble qu'elle tente d'atteindre le chien. L'agent Rodriguez a appelé d'urgence dans sa radio, appelant les agents à sécuriser le 30e étage. Mais le bâtiment était vaste, avec plusieurs ascenseurs et cages d'escalier, et retrouver une petite fille déterminée ne serait pas chose aisée. Elle a parlé d'une porte derrière une plante, se souvint soudain le gérant de l'immeuble. C'est le couloir ouest. Nous devons concentrer nos recherches là-bas. Dans l'ascenseur, Mia regardait les chiffres grimper en silence. Son cœur battait fort, mais pas de peur, elle ressentait plutôt la peur de Thunder, son désespoir, sa douleur, mais aussi sa détermination, sa loyauté envers le vieil homme qui avait pris soin de lui. « J'arrive » murmura-t-elle. « Attends encore un peu. » L'ascenseur sonna en arrivant au 30e étage. Les portes s'ouvrirent sur un couloir vide, décoré d'un beige corporatif, avec des peintures de paysages régulièrement réparties le long des murs. Mia sortit, puis ferma les yeux un instant, écoutant quelque chose qu'elle seule pouvait entendre. « Par ici » murmura-t-elle en tournant à gauche. Elle parcourut silencieusement le couloir moquetté, passant devant des bureaux fermés.
la plupart des bureaux étaient vides en raison de l'agitation extérieure, les employés restés étaient regroupés aux fenêtres de l'autre côté du bâtiment, observant le drame en contrebas. Mia atteignit le bout du couloir, où il tournait à droite. Là, comme elle l'avait cru, se dressait un grand ficus en peau. Derrière, partiellement caché, se trouvait une porte de service marquée « Maintenance au personnel autorisé uniquement ». Elle essaya la poignée où elle était verrouillée mais Tonnerre lui avait montré autre chose. Mia s'agenouilla et passa la main sous le pot, cherchant de ses petits doigts un porte-clés magnétique collé au pied du support métallique. Elle le retira et l'ouvrit pour révéler une carte magnétique. Pendant ce temps, Emma et Tom avaient atteint le 30e étage par un autre ascenseur. Ils coururent dans les couloirs en appelant Mia. « Quelqu'un n'a-t-il vu une petite fille ?» demanda Tom à un groupe d'employés de bureau rassemblés près d'une fenêtre. « Une petite fille aux cheveux bruns. »« Je crois l'avoir vue se diriger vers le couloir ouest », répondit une femme en pointant du doigt. Emma et Tom se précipitèrent dans cette direction, le visage blême de peur. De retour à la porte de maintenance, Mia glissa la carte magnétique dans le lecteur. Le feu passa au vert et la serrure claqua. Elle poussa la porte pour révéler un étroit couloir de service bordé de tuyaux et de conduits électriques. L'air était plus frais, une légère brise suggérait une ouverture vers l'extérieur quelque part plus loin. Mia entra et laissa la porte se refermer derrière elle. Le couloir était faiblement éclairé par des lumières de secours sporadiques. Elle avançait d'un pas décidé, guidée par les images mentales de Thunder, virage à gauche, virage à droite, passage étroit, descente d'un petit escalier métallique. Les couloirs de maintenance étaient un labyrinthe, mais Mia les parcourait sans hésitation. Finalement, elle atteignit une autre porte, celle-ci ornée d'un grand panneau d'avertissement, attention accès pour la vitre, risque de chute. À l'extérieur du bâtiment, la foule avait encore grossi. La police avait établi un périmètre de sécurité, maintenant les gens à distance au cas où la plateforme où, Dieu nous en préserve, le chien en tomberait. Des matelas pneumatiques conçus pour les sauvetages en cas de chute étaient gonflés, même si tout le monde savait qu'il ne suffirait peut-être pas à sauver Thunder d'une telle hauteur. Il y a du mouvement à l'intérieur du bâtiment, annonça le journaliste. Soudain, on dirait que quelqu'un s'approche de la fenêtre la plus proche du quai. Tous les regards se tournèrent pour voir une petite silhouette apparaître à une fenêtre du 30e étage, à quelques mètres du quai suspendu. « C'est une enfant ?» demanda le chef Davis, incrédule. Emma et Tom, qui venaient de se précipiter dehors après avoir raté Mia, levèrent les yeux, horrifiés. « Oh mon Dieu, c'est notre fille !» hurlèrent Emma. La foule haleta lorsque la petite fenêtre s'ouvrit et que le visage de Mia apparut. Elle ne regardait pas la foule, mais Thunder, qui avait tourné la tête vers elle, les oreilles dressées malgré sa position précaire. « Comment est-elle entrée là ?» bredouilla le gérant de l'immeuble. « Cette section est censée être sécurisée. »« Elle savait pour la porte de maintenance, » dit Tom, la voix éraillée par la peur. « Et maintenant, elle va essayer de sauver ce chien. » La chef Davis saisit sa radio. « À toutes les unités, un enfant est en danger au 30e étage, côté ouest. J'ai besoin de tous les pompiers disponibles sur place immédiatement. » Mais tout le monde savait que les pompiers n'atteindraient pas Mia à temps. La plateforme fit une nouvelle embardée, maintenant à 45 degrés. La patte de Tonnerre glissait. Emma hurla, sa voix se perdant dans le vent entre les bâtiments. De sa position à la fenêtre, Mia voyait maintenant clairement Tonnerre. Le regard intelligent du berger allemand était fixé sur elle, empli de douleur, mais aussi d'une lueur d'espoir. La plateforme où il était suspendu était juste hors de sa portée, à environ 1 mètre de distance et légèrement en dessous de la fenêtre. Derrière elle, Mia entendit frapper à la porte qu'elle avait franchie. Des voix d'adultes l'appelèrent, mais elle savait qu'elle ne l'atteindrait pas à temps pour sauver Thunder. « Tout va bien, » dit-elle doucement au chien. « Je t'entends. Je suis là pour t'aider. » Pendant un instant, il sembla que la ville entière retenait son souffle, regardant le drame impossible se dérouler 30 étages au-dessus de la rue, une petite fille de 5 ans et un berger allemand désespéré, tous deux en danger de mort, liés par quelque chose qui dépasse l'entendement ordinaire. La patte de Tonnerre glissa encore 1 centimètre.
Le temps pressait. Le petit local de maintenance dans lequel Mia était entrée était exigu et poussiéreux, rempli de produits de nettoyage et d'équipements pour les plateformes de lavage de vitres. Par l'étroite fenêtre, elle sentait l'air frais qui montait du 30e étage. Les yeux de Tonnerre ne quittaient pas les siens, comme s'il comprenait quel était son seul espoir. Ce qui se passa ensuite stupéfia la foule en contrebas. Mia commença à parler au chien non pas en langage bébé ou comme on parle habituellement aux animaux, mais à voix basse et posée, comme si elle discutait. Plus surprenant encore fut la réaction de Thunder, ses mouvements frénétiques se calmèrent légèrement, son regard rivé sur la petite fille. Elle communique avec lui d'une manière ou d'une autre, a dit la journaliste dans son micro, l'incrédulité perceptible dans sa voix. Le chien semble lui répondre. Emma serrait si fort le bras de Tom que ses jointures blanchissaient. Comment fait-elle ça, Tom? Elle va tomber. Le chef Davis coordonnait son équipe pour trouver le chemin le plus rapide pour atteindre Mia. Il faut qu'on monte là-haut tout de suite. Cette fenêtre n'est pas conçue pour un accès d'urgence. Mia se pencha davantage par la fenêtre, observant la distance qui la séparait de Thunder. La plateforme avait de nouveau bougé, l'empêchant d'atteindre le chien sans quitter la relative sécurité de la salle de maintenance. Il appartient à Walter, lança Mia à voix basse, sans s'adresser à personne en particulier, sa voix emportée par le vent. Il a besoin de son médicament pour le cœur. C'est pour ça que Tonnerre s'est enfui, pour trouver de l'aide. Walter éleva les yeux, stupéfait, de son fauteuil roulant. Mes médicaments pour le cœur? Je les ai laissés à la maison quand l'ambulance est arrivée hier. Comment a-t-elle pu le savoir? L'agent Rodriguez s'agenouilla près du vieil homme. Monsieur, est-ce vrai pour vos médicaments? Walter hocha la tête, les yeux écarquillés. Oui. J'ai une ordonnance que je dois prendre 2 fois par jour. L'hôpital m'en a donné des doses, mais Thunder était là quand j'ai eu ma crise cardiaque l'année dernière, il aboyait jusqu'à ce que les voisins arrivent à l'aide. Les murmures dans la foule s'amplifièrent. Comment une fillette de 5 ans pouvait-elle connaître des détails aussi précis? Dans la salle de maintenance, Mia fouillait le matériel. Elle trouva un rouleau de corde fine servant à attacher des outils. De ses petites mains déterminées, elle en attacha une extrémité autour du solide tuyau métallique qui longeait le mur. « S'il te plaît, ma belle, ne fais rien de dangereux », cria Emma d'en bas, sachant que sa fille ne l'entendait pas, les pompiers arrivent. Mais Mia semblait sur une autre longueur d'onde, mue par quelque chose qu'elle seule comprenait. Elle noua l'autre extrémité de la corde autour de sa taille, créant ainsi une ligne de sécurité improvisée. Les nœuds qu'elle réalisa étaient étonnamment complexes pour une enfant de son âge. « Où a-t-elle appris à faire des nœuds comme ça ?» demanda Tom, perplexe. Emma secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas. Je ne lui ai jamais appris ça. » Par la fenêtre, Mia appela de nouveau Tonnerre, « Je viens t'aider. N'aie pas peur. » La foule en contrebas retint son souffle tandis que Mia grimpait prudemment sur le rebord de la fenêtre. La fenêtre de maintenance était petite, mais juste assez large pour que sa frêle silhouette puisse s'y glisser. La corde attachée autour de sa taille, elle commença à s'avancer sur les 3 rebords qui longeaient le bâtiment. « Non » hurla Emma, enfouissant son visage dans la poitrine de Tom. Il la serra fort, son propre visage empreint de terreur. « Que Dieu lui vienne en aide » murmura le chef Davis, son détachement professionnel s'effaçant momentanément. Mia se déplaçait avec une grâce inattendue. Ses petits pieds prenaient appui sur le rebord, le vent fouettait ses cheveux autour de son visage, mais son expression restait concentrée, déterminée. Elle s'approcha de la plateforme suspendue, la corde traînant derrière elle. À l'intérieur du bâtiment, les pompiers avaient enfin atteint la porte de la zone de maintenance, mais ils la trouvèrent verrouillée de l'intérieur. « Défoncez-la » fut l'ordre, et ils commencèrent à enfoncer la lourde porte. « Ils ne l'atteindront pas à temps », a déclaré le gérant de l'immeuble, le visage blême. Sur le rebord, Mia avait atteint le point le plus proche de Thunder. Au moins 60 cm d'espace les séparait encore. La plateforme gémissait, le dernier câble s'effilochant visiblement. « Saute vers moi »
cria Mia à Thunder. Je sais que tu peux le faire. La foule haleta. S'attendait-elle à ce que le chien saute sur le rebord? Thunder gémit, sa patte arrière grattant inutilement la plateforme inclinée. Ton homme a besoin de toi, dit Mia, d'une voix claire malgré la hauteur et le vent. Walter a besoin de ton courage. Au nom de son maître, les oreilles de Tonnerre se dressèrent à nouveau. Ses yeux intelligents semblaient évaluer la distance, calculant. Elle essaie de faire sauter le chien sur elle, a expliqué la journaliste à ses téléspectateurs, mais l'écart semble trop grand, et si l'un d'eux tombe de cette hauteur, elle n'a pas besoin de finir sa phrase où tout le monde sait ce qui se passera. Walter se releva péniblement de son fauteuil roulant, ignorant les protestations de son aide-soignant. Tonnerre, cria-t-il de toute la force que son corps affaibli pouvait rassembler, bon garçon. Tu peux y arriver. Que Thunder ait entendu la voix de son maître ou qu'il ait répondu à une communication muette de Mia, le berger allemand se tendit soudain, rassemblant le peu de force qui restait dans ses muscles épuisés. Dans un instant qui serait plus tard rediffusé sur les chaînes d'information du pays, Thunder s'élança de la plateforme en chute libre avec ses pattes arrière et bondit vers le rebord. La plateforme se libéra complètement dès qu'il la quitta, s'écrasant vers le sol tel un missile mortel. Les gens se dispersèrent, se mettant à l'abri tandis que la structure métallique s'écrasait sur la zone bouclée. Mais tous les regards étaient rivés sur Tonnerre, dont le bond puissant l'avait propulsé juste assez loin pour accrocher le bord du rebord avec ses pattes avant. Ses pattes arrière pendaient au-dessus de 30 étages de vide, cherchant désespérément un appui. Mia tendit la main et l'attrapa par la peau du cou. « Je te tiens » cria-t-elle, mais le poids du gros chien la tirait également vers le bord. La corde de sécurité se tendit, seule protection contre la chute. Mia était petite, et Thunder était lourd, ses doigts commencèrent à glisser de sa fourrure. À ce moment-là, la porte de la salle de maintenance céda enfin. Un pompier fit irruption, observant la situation d'un œil averti. « Tiens-toi bien, gamin » cria-t-il en plongeant vers la corde et en l'attrapant juste au moment où Mia lâchait prise sur Thunder. La suite sembla se dérouler au ralenti. Le Tonnerre grondait, ses yeux toujours rivés sur ceux de Mia, dans un moment de compréhension mutuelle. Mais au lieu de crier, Mia prononça calmement 3 mots, « On va nous aider ». Alors que le Tonnerre s'abattait, un événement extraordinaire se produisit en contrebas. La foule, dispersée pour éviter la chute de la plateforme, se rassembla avec une détermination commune. Les gens s'emparèrent de tout ce qu'ils purent veste, nappe d'un café voisin, sac en toile et formèrent un filet de sécurité improvisé, le maintenant tendu entre eux. « Tout le monde ensemble » cria l'agent Rodriguez, organisant l'opération. « Dispersez-vous, serrez-vous. » Le Tonnerre s'abattit de 30 étages, sa silhouette sombre grandissant sur le ciel bleu. Le filet improvisé se tendit sous son poids, mais, étonnamment, il tint bon. Les gens trébuchèrent mais gardèrent prise, absorbant collectivement l'impact. Des acclamations retentirent tandis que le Tonnerre était doucement déposé au sol, assommé mais vivant. Les vétérinaires arrivés sur place se sont précipités pour examiner ses blessures. « Il est vivant » s'est exclamé la journaliste dans son micro. Le chien a survécu à sa chute grâce à la réactivité de ses braves citoyens. Walter s'effondra dans son fauteuil roulant, submergé par l'émotion. « Dieu merci » sanglota Théil. « Dieu merci. » Mais le drame n'était pas terminé. Tous les regards se tournèrent vers le 30e étage, où le pompier tirait prudemment Mia à l'intérieur du bâtiment. Quelques minutes plus tard, un soupir de soulagement collectif parcourut la foule lorsque Mia apparut à l'entrée principale, portée dans les bras du pompier. Emma et Tom se précipitèrent, serrant leur fille dans une étreinte désespérée. « À quoi pensais-tu » sanglota Emma, alternant entre embrasser le visage de sa fille et vérifier si elle était blessée. « Tu aurais pu te faire tuer. »« J'ai dû aider Thunder » dit simplement Mia. « Il m'a montré comment faire. » Le pompier qui l'avait sauvé secoua la tête, stupéfait. « En 20 ans de métier, je n'ai jamais rien vu de tel. Cette petite fille a des nerfs d'acier. » La foule était encore en émoi à propos de ce sauvetage remarquable lorsqu'un autre événement attira leur attention.
La vétérinaire qui examinait Thunder leva les yeux, l'air perplexe. C'est étrange, dit-elle. Hormis une légère déshydratation et une patte foulée, ce chien va parfaitement bien, aucune blessure liée à la chute. Le filet a dû mieux fonctionner que prévu. Non, répondit la vétérinaire en secouant la tête. Même avec le filet, il devrait y avoir des signes de traumatisme. C'est comme s'il flottait. Mia, toujours dans les bras de ses parents, souriait mystérieusement. Walter fut amené en fauteuil roulant pour retrouver son chien. Thunder se redressa aussitôt et se pencha vers son maître. Malgré ses blessures, le vieil homme se pencha de son fauteuil roulant, enfouissant son visage dans la fourrure de Thunder. « Merci, dit-il en larmes, levant les yeux vers Mia. « Mais comment as-tu su pour mes médicaments? Comment as-tu su son vrai nom ?» Mia haussa les épaules. « C'est Thunder qui me l'a dit. Il m'a montré des images dans ma tête. » Les adultes échangèrent un regard, incertains de la manière dont ils allaient interpréter cette déclaration. Mais Walter hocha la tête, comme si cela avait du sens. Ma défunte épouse disait toujours, les animaux parlent à ceux qui sont assez purs pour les écouter, dit-il doucement. Elle prétendait les comprendre aussi, même si j'ai toujours pensé que c'était simplement dû à sa gentillesse. Le lendemain, l'histoire de Mia faisait la une de tous les journaux et déferlait sur tous les journaux télévisés, miracle au 30e étage, le sauvetage incroyable d'une fillette de 5 ans. Emma et Tom se retrouvèrent à répondre à d'innombrables demandes d'interview, tandis que les gens réclamaient à corps et à cri des informations sur leur fille extraordinaire. Les scientifiques voulaient l'étudier, les sceptiques la démystifier, et les croyants la célébraient. Mais pour Mia, la vie continuait normalement. La seule différence était que les gens amenaient désormais leurs animaux de compagnie dans l'immeuble des Parker, espérant qu'elle pourrait leur parler aussi. Une semaine après le sauvetage, Emma a rencontré Mia pour une conversation sérieuse. « Chérie, j'ai une question importante à te poser, et je veux que tu me dises la vérité. » Mia leva les yeux du dessin sur lequel elle travaillait à un croquis étonnamment détaillé de Thunder et Walter réunis. « Depuis combien de temps communiques-tu avec les animaux ?» Mia réfléchit à la question avec un sérieux qui semblait insignifiant pour son âge. « Je ne sais pas, maman. Je réfléchis toujours. Grand-mère disait que c'était un cadeau spécial et que je devais faire attention à qui j'en parlais. » Emma sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sa mère était décédée alors que Mia n'avait que 2 ans. Elle n'avait jamais eu une telle conversation ou du moins, pas à sa connaissance. « Qu'est-ce que grand-mère t'a dit d'autre ? » Que certaines personnes ne comprennent pas, qu'elles pourraient avoir peur de choses qu'elles ne peuvent pas expliquer. Mia reprit son dessin et ajouta des détails précis à la fourrure de Tonnerre. Les animaux me disaient qui avait besoin d'aide. Tom, qui écoutait depuis la porte, les rejoignit. Mia, qu'entends-tu exactement des animaux? C'est comme parler? Mia secoua la tête. Pas des mots comme on en utilise, plutôt des sentiments, des images, parfois des souvenirs. Elle leva les yeux vers son père d'un air sérieux. Comme quand Thunder m'a montré l'arrêt cardiaque de Walter, comment il aboyait jusqu'à l'arrivée des voisins, ou comment il se souvenait de la porte secrète de maintenance en voyant les femmes de ménage l'utiliser. Emma et Tom échangèrent un regard. L'incident avait soulevé tant de questions, des questions auxquelles ils n'étaient pas sûrs de vouloir des réponses. « Est-ce que j'ai des ennuis ?» demanda Mia, remarquant leurs expressions sérieuses. « Non, ma chérie, » dit Emma rapidement. « Ce que tu as fait était très courageux ou dangereux, mais courageux. On essaie juste de comprendre. Le truc, c'est que, Mia, ajouta doucement Tom, la plupart des gens ne peuvent pas faire ce que tu fais. Ça te rend vraiment spécial. » Mia hocha la tête solennellement. « Je sais. Thunder m'a dit que peu de gens peuvent les entendre. C'est pour ça qu'il a eu si peur en me voyant, il pensait que personne ne comprendrait ce qu'il essayait de faire. » Plus tard dans la soirée, après que Mia fut couchée, Emma et Tom étaient assis dans leur salon, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. « Ma mère disait qu'elle sentait quand notre vieux chat était malade avant même l'apparition des premiers symptômes, » dit doucement Emma.
J'ai toujours pensé qu'elle était simplement trop attachée à l'animal. Tu crois que c'est génétique? Demanda Tom, perplexe. Emma haussa les épaules, impuissante. Je ne sais plus quoi penser, mais tu as vu ce qui s'est passé là-bas. Mia savait des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Leur conversation fut interrompue par un coup frappé à la porte. Tom ouvrit et trouva Walter est debout, l'air bien mieux depuis la dernière fois qu'il l'avait vu. Thunder était assis docilement à ses côtés, sa patte blessée bandée, mais paraissait sain et alerte. « Désolé de vous déranger, » dit Walter, mais Tonnerre a insisté pour venir. Il a été agité toute la journée, il se dirige vers votre immeuble dès que nous sortons, comme si... Les oreilles de Thunder se dressèrent et son regard se fixa sur quelque chose derrière Tom. Mia, qui aurait dû dormir, se tenait dans le couloir en pyjama. « Il est venu te dire merci, » dit-elle en se frottant les yeux d'un air ensommeillé. « Et au revoir. » Emma les rejoignit à la porte. « Au revoir. Vous allez quelque part? » Monsieur est. Walter hocha la tête. « Ma fille m'a convaincu de déménager chez elle, à la campagne. Après ce qui s'est passé, je pense que nous aurions tous les deux besoin d'air frais et de grands espaces. » Il regarda Tonnerre avec tendresse. « Et moins de gratte-ciel. » Thunder s'avança à pas feutrés, tapotant doucement la main de Mia avec son museau. Elle s'agenouilla et entoura son cou de ses bras, lui murmurant à l'oreille quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Le chien lui lécha la joue une fois, puis retourna auprès de Walter. « Que lui as-tu dit ?» demanda Walter avec curiosité. « Je lui ai dit de prendre bien soin de toi, » répondit Mia, et que je l'écouterai s'il a besoin de parler à nouveau. Les yeux de Walter brillaient de larmes. « Votre fille a un don remarquable, » dit-il à Emma et Tom. « Dans ma culture, nous croyons que ces enfants sont bénis par les esprits, ils voyagent entre les mondes. » Après le départ de Walter et Thunder, Emma a remis Mia au lit. « Comment c'était, » demanda-t-elle doucement, « d'être là-bas, sur ce rebord si haut ?» Mia bâilla. « Je n'avais pas peur, maman. Thunder était avec moi. Il m'a dit que j'étais courageuse. »« Tu as été très courageuse, » acquiesça Emma en lissant les cheveux de sa fille. « Mais s'il te plaît, ne fais plus jamais une chose pareille sans nous le dire. » Je te le promets, marmonna Mia, déjà en train de se rendormir, à moins qu'un autre animal ait vraiment besoin d'aide. Emma l'embrassa sur le front, hésitant entre être fière ou terrifiée par l'enfant extraordinaire qu'elle avait élevé. En éteignant la lumière, elle remarqua quelque chose sur la table de nuit de Mia, une petite figurine de chien en bois sculpté, qui n'y était pas auparavant. « D'où vient ça ?» murmura-t-elle. « Monsieur Walter me l'a donné, » dit Mia d'une voix somnolente. C'était à sa femme. Elle aussi entendait les animaux. En fermant la porte de la chambre, Emma ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était que le début d'un voyage extraordinaire pour sa fille. Le monde semblait différent, désormais rempli de murmures et de liens invisibles pour la plupart des gens, mais clair comme de l'eau de roche pour une petite fille si spéciale. 3 mois après ce sauvetage spectaculaire, la vie de la famille Parker avait changé de façon subtile mais significative. L'histoire de Mia était devenue virale, suscitant une vague d'attention que la famille n'avait pas anticipée. Les cars de reportage avaient fini par cesser de stationner devant leur immeuble, et le flot de demandes d'interviews s'était réduit à un mince filet, mais les gens reconnaissaient encore Mia dans la rue. « Voilà la fille qui murmure à l'oreille des animaux », disait-il. « C'est l'héroïne du gratte-ciel. » Emma avait repris son travail d'infirmière à l'hôpital, mais ses collègues la traitaient différemment, posant des questions sur Mia auxquelles Emma ne savait pas répondre. Tom se retrouva à répondre aux questions curieuses de ses collègues ouvriers du bâtiment qui avaient vu le sauvetage aux informations. Pour Mia, le plus grand changement résidait dans l'ouverture avec laquelle elle acceptait désormais son don spécial. Avant l'incident avec Thunder, elle gardait pour elle la plupart de ses communications avec les animaux, comprenant instinctivement que d'autres pourraient trouver cela étrange. Maintenant, grâce aux encouragements prudents de ses parents, elle parlait plus librement de ce que les animaux lui disaient. Un samedi matin frais, Emma préparait le petit déjeuner lorsqu'elle remarqua Mia debout près de la fenêtre de l'appartement,
fixant intensément quelque chose à l'extérieur. « Qu'est-ce que tu regardes, ma puce ?» demanda Emma, une pointe d'inquiétude dans la voix depuis l'incident du gratte-ciel. Chaque fois que Mia regardait trop longtemps par la fenêtre, son rythme cardiaque s'accélérait. « Les oiseaux parlent d'une tempête imminente », dit Mia d'un ton neutre. « Ils ramassent de la nourriture. » Emma jeta un coup d'œil au ciel bleu clair. La météo n'annonçait pas d'orage. Mia haussa les épaules et se détourna de la fenêtre. Les oiseaux savent. Ils savent toujours en premier. Tom entra dans la cuisine, saisissant la fin de la conversation. « Que savent les oiseaux ?» demanda-t-il. « Apparemment, une tempête approche », répondit Emma en échangeant un regard avec son mari. Ils avaient accepté de soutenir le don de Mia, mais il était parfois difficile de savoir jusqu'à quel point il fallait prendre au sérieux ces prédictions inspirées par les animaux. « Bon, je vais mettre un parapluie dans la voiture, au cas où, » dit Tom en ébouriffant affectueusement les cheveux de Mia. « On devrait partir vite si on veut arriver à temps au nouvel appartement. » Les Parker avaient décidé de déménager, l'attention des médias et des curieux était devenue trop envahissante, et ils souhaitaient un nouveau départ dans un endroit plus spacieux et plus intime. Aujourd'hui, ils visitaient une nouvelle maison potentielle dans un quartier plus calme, en périphérie de la ville. Pendant qu'ils conduisaient, Mia, assise tranquillement dans son siège auto, observait le paysage urbain céder progressivement la place à des rues résidentielles bordées d'arbres et de petits jardins. Elle semblait suivre du regard quelque chose que ses parents ne pouvaient voir, des oiseaux, peut-être, ou un chien promené de temps en temps. « Ça va, là-bas, princesse ?» demanda Tom en croisant son regard dans le rétroviseur. Mia hocha la tête. « Les animaux sont différents ici, moins bruyants ni aussi effrayés. » Emma se tourna pour regarder sa fille. « Que entends-tu par « fort » ?» ?»« Dans notre appartement, les animaux crient tout le temps, » expliqua Mia. « Trop de monde, trop de bruit, pas assez d'arbres. Ici, ils sont plus calmes. » Tom a garé la voiture jusqu'à une modeste maison à 2 étages avec une petite cour avant bien entretenue. « Ça y est, » annonça-t-il. « Qu'en penses-tu, Mia ?» Elle colla son visage contre la fenêtre, contemplant la propriété. Un sourire éclaira son visage. « Il y a une famille de lapins sous ce buisson, » dit-elle en pointant du doigt. « On dit qu'il n'y a pas de chat dans cette maison. »« C'est bien, » dit Emma en sortant. L'agent immobilier, Madame Rivera, les attendait sur le perron. Elle les accueillit chaleureusement, ayant été préalablement informée par Emma de la sensibilité particulière de Mia. « Bonjour, Mia, » dit-elle en s'agenouillant légèrement pour regarder l'enfant à hauteur des yeux. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. Veux-tu explorer le jardin pendant que je montre l'intérieur de la maison à tes parents ?» Mia regarda sa mère pour obtenir la permission, et quand Emma hocha la tête, elle sauta joyeusement vers la porte qui menait à l'arrière-cour. « Reste là où on peut te voir » lui cria Emma tandis que Madame Rivera les guidait à travers la maison, leur expliquant ses caractéristiques et son histoire. Emma jetait sans cesse des coups d'œil par les fenêtres pour voir si Mia allait bien. Sa fille déambulait dans le jardin, de taille modeste, s'arrêtant de temps en temps pour observer quelque chose dans l'herbe ou lever les yeux vers les arbres. Les anciens propriétaires étaient un couple de personnes âgées, explique Madame Rivera. Ils ont maintenu la maison en excellent état, mais ont décidé de réduire la taille de leur logement après le départ de leurs enfants. Cela semble parfait pour nous, dit Tom, admirant la construction solide. Beaucoup d'espace, mais pas trop à entretenir. Un coup de tonnerre soudain interrompit leur conversation. Ils se tournèrent tous vers les fenêtres, surpris. « C'est étrange, » dit Madame Rivera en fronçant les sourcils face au ciel qui s'assombrissait. Les prévisions météo annonçaient un temps clair toute la journée. Emma et Tom échangèrent un regard, se souvenant du commentaire précédent de Mia sur les oiseaux qui prédisaient une tempête. « Nous devrions faire entrer Mia, » dit Emma, mais lorsqu'elles regardèrent dans l'arrière-cour, Mia n'était nulle part en vue. « Mia » appela Tom en ouvrant la porte de derrière et en sortant sur la terrasse. « Où es-tu » Le jardin était vide, une balançoire dans un coin oscillait légèrement sous le vent qui s'intensifiait. La pluie commença à tomber, d'abord légère,
puis devenant rapidement plus forte. Elle a dû faire le tour de la maison, suggéra Emma, essayant de contenir la panique dans sa voix. Mia, cria-t-elle. Ils se séparèrent, Tom inspectant un côté de la maison et Emma l'autre. Madame Rivera resta près de la porte de derrière au cas où Mia reviendrait. Emma tourna au coin de la maison, ses chaussures étaient déjà trempées par l'averse soudaine. Mia, lança-t-elle de nouveau. Un voisin qui travaillait dans son garage leva les yeux. Tu cherches une petite fille, demanda-t-il. Emma hocha la tête avec frénésie. Ma fille était juste dans le jardin. L'homme désigna la rue. J'ai vu un enfant venir dans cette direction il y a quelques minutes. Il semblait pressé. Merci, dit Emma, courant déjà dans la direction qu'il lui avait indiquée. Tom, cria-t-elle. Par ici. Tom la rejoignit et, ensemble, ils descendirent la rue bordée d'arbres en courant, appelant Mia. La pluie tombait à verse, réduisant la visibilité et les trempant jusqu'aux os. Là, désigna soudain Tom, à environ un demi-pâté de maison. Une petite silhouette vêtue d'un imperméable jaune qu'Emma remarqua que Mia ne portait pas à leur arrivée au marché d'un pas décidé vers ce qui semblait être un parc ou un bois au bout de la rue. Mia, cria Emma par-dessus le bruit de la pluie. Mia, arrête. Soit Mia n'entendit pas, soit elle choisit de les ignorer. Elle continua son chemin, disparaissant dans les arbres juste au moment où Emma et Tom atteignaient l'entrée du parc. La zone était plus sauvage qu'elle ne le paraissait de loin, moins un parc bien entretenu qu'une petite réserve forestière avec des sentiers serpentant à travers des arbres denses. Mia n'était plus visible. Où est-elle allée, halta Tom, essayant de reprendre son souffle. La pluie tombait toujours fort, rendant la visibilité difficile sur les sentiers boueux. Emma était sur le point de suggérer qu'elles se séparent à nouveau lorsqu'elles entendirent un faible bruit, pas la voix de Mia, mais l'aboiement distinctif d'un chien venant de quelque part plus profondément dans les bois. Par là, dit Emma en désignant le bruit. Ils suivirent le sentier qui serpentait entre de grands chênes et des érables, dont les feuilles offraient un abri minimal contre la pluie. Les aboiements se firent plus forts, plus insistants. Finalement, ils arrivèrent à un tournant et aperçurent Mia agenouillée près d'un grand chêne. Elle était penchée, cherchant ce qui semblait être un creux à la base du tronc. L'imperméable jaune qu'elle portait était plusieurs tailles trop grand, visiblement, ce n'était pas le sien. Mia, s'écria Emma, submergée par le soulagement. Mia leva les yeux, son visage s'illumina d'un sourire lorsqu'elle vit ses parents. Je les ai trouvés, maman, répondit-elle. Comme le gros chien l'avait dit. Tom et Emma échangèrent des regards confus alors qu'ils s'approchaient de leur fille. Quel gros chien, demanda Tom. Mia, pourquoi t'es-tu enfuie comme ça? Tu nous as fait une peur bleue. Mia a pointé du doigt l'imperméable trop grand. L'homme aux yeux tristes m'a donné son manteau. Il cherchait sa chienne, mais il ne l'a pas trouvée. Elle venait d'accoucher et a eu peur dans l'orage. Emma s'agenouilla à côté de sa fille, repoussant la capuche de l'imperméable pour la regarder correctement. Quel homme, ma chérie? As-tu parlé à un inconnu? Cette pensée lui fit froid dans le dos, un frisson qui n'avait rien à voir avec la pluie. Il était gentil, insista Mia. Il s'inquiétait pour Daisy, c'est elle. Elle désigna le creux de l'arbre. Emma et Tom ont regardé à l'intérieur et ont vu un border collie à l'air débraillé blotti de manière protectrice autour d'une portée de minuscules chiots âgés de quelques jours à peine. Elle s'est enfuie quand l'orage a commencé, a expliqué Mia. Les chiens ont parfois peur du tonnerre, même les mamans. Elle a trouvé cet arbre pour garder ses petits au sec. Le border collie gémissait doucement, mais ne grognait pas et ne montrait aucun signe d'agressivité. Au contraire, il semblait soulagé d'avoir été retrouvé. Mia, tu ne peux pas t'enfuir comme ça, dit Emma, bien que son ton se soit adouci à la vue de la chienne et de ses chiots. Tu dois nous dire où tu vas. On n'avait pas le temps, dit simplement Mia. L'homme pleurait. Il pensait que Daisy et ses bébés allaient mourir dans la tempête. Tom regarda autour de lui, inquiet. Où est cet homme maintenant? Comme pour répondre à sa question, ils entendirent quelqu'un appeler de plus loin sur le chemin.
Daisy. Où es-tu, ma fille? Un instant plus tard, un homme d'une quarantaine d'années apparut au détour d'un virage. Il était trempé, sans veste ni imperméable, ses cheveux clairsemés plaqués sur son crâne. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le groupe rassemblé autour de l'arbre. « Tu l'as trouvé » s'exclama-t-il en se précipitant. « Oh, Dieu merci !» La queue du border collie se mit à remuer à l'approche de son maître. Il tomba à genoux près du creux de l'arbre, les larmes se mêlant à la pluie sur son visage. « Elle a disparu depuis hier soir », expliqua doucement l'homme en caressant la tête de Daisy. « Elle était sur le point de mettre bas, et puis la tempête a frappé plus tôt que prévu. Je la cherche depuis des heures. » Il regarda Mia avec un mélange de confusion et de gratitude. « Comment as-tu su où la trouver ?» Mia lui lança le même regard neutre qu'à tant d'adultes qui lui posaient des questions similaires. Daisy m'a dit qu'elle craignait que ses bébés ne soient mouillés. L'homme aux yeux tristes l'avait cherché toute la nuit. Puis j'ai vu Jake en allant voir, et il avait besoin d'aide. Emma et Tom échangèrent des regards impuissants. Comment expliquer le danger d'un inconnu à un enfant qui semblait doté d'une capacité étrange à deviner qui avait besoin d'aide? Jake apparut dans l'embrasure de la porte de la buanderie. Son visage se transforma de soulagement et de joie. « La vétérinaire arrive, dit-il, mais elle pense qu'ils iront tous bien, d'après ma description, 5 chiots en bonne santé. » Il s'agenouilla au niveau de Mia. « Je ne sais pas comment tu as su où la trouver, mais tu leur as sauvé la vie aujourd'hui. » « Merci. » Mia sourit. « Daisy te remercie aussi. Elle avait peur que tu lui en veuilles pour sa fugue. » Les yeux de Jake s'écarquillèrent légèrement, mais il reprit vite ses esprits. « Je ne pouvais pas lui en vouloir, j'étais juste inquiet. » Il se leva et s'adressa à Emma et Tom. « Laissez-moi vous préparer un chocolat chaud ou un café. C'est le moins que je puisse faire après que vous vous soyez trempés à m'aider. » Pendant que Jake s'affairait dans la cuisine, Tom prit Emma à part. « Voilà pour une visite de maison tranquille et normale, » murmura-t-il. Emma soupira. Au moins, l'agent immobilier a pu voir ce qu'elle avait à faire tout de suite. Elle jeta un coup d'œil à Mia, qui jetait un œil dans la buanderie pour voir comment allait Daisy. « Tu crois qu'on aura un jour une journée normale à nouveau? » « Probablement pas, » répondit Tom, mais avec une pointe de fierté dans la voix. « Notre fille est extraordinaire. Il faut juste trouver comment la protéger pendant qu'elle s'occupe de sauver le monde, un animal à la fois. » Le vétérinaire est arrivé peu après, confirmant que Daisy et ses chiots étaient bel et bien en bonne santé malgré leur aventure. En les examinant, elle a discuté avec Jake des soins appropriés aux chiots nouveau-nés. « Il faudra les surveiller de près pendant les premières semaines, » a-t-elle conseillé. « Assurez-vous que Daisy mange suffisamment pour maintenir sa production de lait et surveiller tout signe de détresse chez les chiots. » Jake hocha la tête sérieusement, prenant des notes mentales. Tandis que la vétérinaire rangeait son matériel, il jeta un coup d'œil au parqueur, qui s'apprêtait à partir maintenant que la crise était résolue. « Attends, » dit-il soudain. « Tu regardais la maison Morgan en bas de la rue, n'est-ce pas? La maison à vendre ?» Emma hocha la tête. « Oui, on était en pleine veillée funèbre quand Mia a disparu. » Jake sembla réfléchir un instant, puis dit, « C'est un quartier génial, beaucoup de familles avec enfants, de bonnes écoles, et les gens ici ont tendance à s'occuper de leurs affaires. Ils sont sympathiques, mais pas trop curieux. » Tom a compris ce que Jake voulait dire, ce serait un changement agréable. « Nous avons rencontré quelques difficultés en matière de confidentialité depuis que l'histoire de Mia a été rendue publique, » a-t-il admis. « J'imagine, » dit Jake en regardant Mia avec un respect nouveau. « Eh bien, si tu décides de t'installer ici, tu auras au moins un voisin qui comprend ta situation. » Il sourit. « Et j'ai le sentiment que Daisy adorerait revoir son sauveur. » Après avoir fait leurs adieux et promis d'informer Jake de leur décision concernant la maison, les Parker retournèrent à la voiture. Madame Rivera attendait toujours, ayant trouvé refuge dans son propre véhicule au plus fort de la tempête. « Je suis vraiment désolé pour tout ça, » commença Emma, mais l'agent immobilier repoussa ses excuses d'un geste de la main. « Tu plaisantes?
C'est la visite de maison la plus excitante que j'ai jamais faite. Elle sourit à Mia. Ta mère m'a dit que tu étais spécial, mais je n'en avais aucune idée. Alors qu'ils rentraient chez eux, le ciel s'éclaircit aussi soudainement qu'il s'était assombri. Emma repensa aux événements de la journée. Une part d'elle-même était encore effrayée par la facilité avec laquelle Mia s'était égarée ou par l'assurance avec laquelle elle avait suivi son instinct sans se soucier des dangers, mais une autre part ne pouvait s'empêcher d'être émerveillée par ce que sa fille avait accompli, retrouver une chienne disparue et ses chiots nouveau-nés au milieu d'une tempête, guidée par rien d'autre que son lien mystérieux avec les animaux. Je pense qu'on devrait prendre la maison, dit soudain Tom, brisant le silence. Ça semblait juste, non? Et ce voisin, Jake, semblait vraiment comprendre. Emma se tourna pour regarder Mia, qui s'était assoupie dans son siège auto, épuisée par l'excitation de la journée. Qu'en penses-tu, Mia? Demanda-t-elle doucement, sans attendre de réponse de son enfant endormi. Aimerais-tu vivre là? À sa grande surprise, les yeux de Mia s'ouvrirent brusquement. Le lapin a dit, c'est un bon endroit, marmonna-t-elle d'une voix endormie, et maintenant Daisy et ses bébés le disent aussi. Emma croisa le regard de Tom, un petit sourire tirant ses lèvres. 2 semaines plus tard, les Parker emménageaient dans leur nouvelle maison. Le déménagement avait été un moment doux amer. Ils quittaient la seule maison que Mia ait jamais connue, mais se réjouissaient de prendre un nouveau départ, loin de la surveillance constante. Alors qu'ils transportaient des cartons du camion de déménagement à la maison, Jake apparut avec un panier de muffins et une thermos de café. « Bienvenue dans le quartier, dit-il joyeusement. Besoin d'un coup de main. Tom accepta avec gratitude les rafraîchissements et l'offre d'aide. Jake prit une boîte étiquetée, cuisine, et baissa la voix. Au fait, je n'ai parlé à personne du talent particulier de Mia. Je me dis que c'est à toi de partager cette histoire, si tu veux. Merci, dit Tom, sincèrement touché par la discrétion de l'homme. Nous apprécions cela. Emma, qui rangeait des cartons dans le salon, regardait par la fenêtre Mia explorer le jardin. Sa fille se déplaçait avec détermination, s'arrêtant à des endroits précis comme pour saluer des habitants invisibles, la famille de lapins sous le buisson, probablement, ou peut-être d'autres créatures qu'Emma ne pouvait ni voir ni entendre. L'espace d'un instant, Emma fut frappée par l'aspect banal de la scène, une petite fille jouant dans son nouveau jardin, et pourtant, son extraordinaire beauté. Mia communiait avec un monde qui coexistait avec le leur, mais demeurait inaccessible à la plupart des gens. Emma repensa à ce que Walter avait dit des mois plus tôt, dans ma culture, nous croyons que ces enfants sont bénis par les esprits. Ils errent entre les mondes. À l'époque, elle avait rangé ce commentaire comme une pensée bienveillante. Maintenant, en regardant Mia s'agenouiller pour examiner quelque chose dans l'herbe, sa petite main tendue comme pour saluer, Emma se demanda si le vieil homme avait finalement raison. Sa fille évoluait entre différents mondes, entendant des voix que d'autres n'entendaient pas, percevant des liens que d'autres ne percevaient pas. C'était un don, mais aussi une responsabilité qu'Emma et Tom apprenaient encore à assumer en tant que parents. Et, dit Tom en s'approchant d'elle et en lui entourant la taille. À quoi penses-tu? Emma s'adossa contre lui, les yeux toujours fixés sur Mia. C'est juste que notre vie ne redeviendra plus jamais normale, n'est-ce pas? Tom rit doucement. Probablement pas. Mais la normalité, c'est surfait de toute façon. Sous leurs yeux, un papillon se posa sur le doigt tendu de Mia. Elle resta parfaitement immobile, le visage exprimait le plaisir de voir la délicate créature ouvrir et fermer ses ailes. Non, acquiesça Emma en souriant malgré ses inquiétudes. La normalité est définitivement surfaite. Avez-vous déjà déménagé à cause d'un imprévu? Qu'est-ce qui vous a poussé à changer de vie? 6 mois s'étaient écoulés depuis que les Parker avaient emménagé dans leur nouvelle maison. Le quartier s'était révélé à la hauteur de leurs espérances, convivial mais respectueux de leur vie privée. L'histoire virale de la fillette qui avait sauvé le berger allemand s'était peu à peu estompée, permettant à la famille d'établir une routine plus normale. Mia avait commencé la maternelle à l'école primaire du quartier, où elle se faisait des amis et s'adaptait bien, malgré quelques incidents occasionnels. Le hamster de la classe lui racontait des histoires,
ou son incroyable capacité à calmer les animaux agités pendant les journées d'éducation animale. Son institutrice, Mademoiselle Winters, s'était montrée compréhensive après une brève conversation discrète avec Emma sur la sensibilité particulière de Mia. C'était un samedi d'automne frais lorsque le coup de téléphone qui allait une fois de plus remettre en question la tentative des Parker de mener une vie normale arriva. Emma ratissait les feuilles dans le jardin, tandis que Tom et Mia construisaient un nichoir dans le garage, lorsque son téléphone portable sonna. Elle ne reconnut pas le numéro, mais répondit quand même. « Bonjour, Madame Parker. Ici le docteur Linda Chen de l'hôpital général de la ville. » La voix de la femme était professionnelle mais chaleureuse. « Je vous appelle au sujet d'un de mes patients, Walter Hay. » Le râteau d'Emma s'arrêta net. Walter Hay, le propriétaire de Thunder, le berger allemand que Mia avait aidé à secourir près d'un an auparavant. Il n'avait plus de ses nouvelles depuis qu'il avait emménagé chez sa fille à la campagne. « Tout va bien ?» demanda Emma, une pointe d'inquiétude dans la voix. Il y eut une légère hésitation à l'autre bout du fil. Monsieur Hay a été admis pour des complications cardiaques. Son pronostic est... Le docteur Chen marqua une pause, semblant peser ses mots. Ça ne s'annonce pas bien, j'en ai peur. Il réclame Mia. Emma jeta un coup d'œil vers le garage, où le rire de sa fille se mêlait à la voix grave de Tom. Je vois, dit-elle doucement. Comment nous as-tu trouvé? Nous avons déménagé depuis que la fille de monsieur est à retrouver grâce aux articles de presse. Le docteur Chen expliqua, je sais que c'est une demande inhabituelle, mais il insiste beaucoup. Il dit que Mia voudrait voir Thunder une dernière fois. Le cœur d'Emma se serra, le sous-entendu était clair. Walter Hay se préparait à la fin, essayant de mettre de l'ordre dans ses affaires. Bien sûr, dit-elle. On peut venir demain matin si ça te convient. Ce serait parfait, répondit le docteur Chen, le soulagement perceptible dans sa voix. Et, Madame Parker, il a mentionné que Mia avait une façon particulière de s'y prendre avec les animaux. Je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire, mais il semblait penser que c'était important. Oui, répondit simplement Emma. Elle le sait. Après avoir raccroché, Emma resta immobile dans le jardin, le râteau mal serré. Comment expliquerait-elle cela à Mia? Sa fille comprenait mieux la mort que la plupart des enfants de son âge, une conséquence inévitable de son lien avec les animaux, qui vivaient moins longtemps et parlaient ouvertement de ces sujets. Mais ce serait différent. C'était quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un qu'elle avait aidé. Tom remarqua son expression lorsqu'elle entra enfin dans le garage. Il posa son marteau et murmura, « Tout va bien ?» Emma secoua légèrement la tête et murmura, « À plus tard. » Ce soir-là, après que Mia soit allée se coucher, Emma expliqua la situation à Tom à voix basse à la table de la cuisine. « Tu crois qu'on devrait la prendre ?» demanda Tom, les sourcils froncés d'inquiétude. « Ça pourrait être assez pénible. » Emma serra sa tasse de thé entre ses mains. « Je crois qu'on doit le faire. » Walter l'a expressément demandé. « Et je ne sais pas, Tom, quand Mia a-t-elle jamais hésité à aider quelqu'un qui avait besoin d'elle, qu'il soit humain ou animal ?» Tom hocha lentement la tête. « Tu as raison. Et Thunder sera là. Elle ne nous pardonnerait jamais de l'empêcher de lui dire au revoir. » Le lendemain matin, ils expliquèrent à Mia où ils allaient. À leur grande surprise, elle ne parut ni choquée ni bouleversée par la nouvelle. « Je sais, » dit-elle en enfilant son pull préféré. « Tonnerre me l'a dit la nuit dernière dans mon rêve. Il a dit que son homme était très fatigué et qu'il avait besoin d'aller dormir bientôt, mais il s'inquiète de ce qui va arriver à Tonnerre. » Emma et Tom échangèrent un regard. Après tout ce temps, les déclarations pragmatiques de Mia sur ses communications avec les animaux les surprirent encore. « Et qu'en penses-tu, ma chérie ?» demanda doucement Emma. Mia réfléchit à la question en laçant ses chaussures. Triste. Mais Thunder dit que c'est comme quand les feuilles tombent des arbres. Elles doivent tomber pour que de nouvelles poussent au printemps. Monsieur Walter est comme une vieille feuille. Sur le chemin de l'hôpital, Mia était assise tranquillement sur la banquette arrière,
observant le paysage automnal se perdre derrière la vitre. De temps en temps, elle lui montrait des animaux qui attiraient son attention, une buse à queue rousse tournoyant au-dessus d'un champ, un renard se faufilant dans les sous-bois, un troupeau de cerfs broutant dans une prairie lointaine. À l'hôpital, le docteur Chen les accueillit dans le hall. Elle était plus jeune qu'Emma ne l'avait imaginé, avec un regard bienveillant et une attitude douce. « Merci d'être venu, dit-elle en leur serrant la main. Elle s'agenouilla à la hauteur de Mia. « Tu dois être la célèbre Mia. Monsieur Emma raconté à quel point tu étais courageuse. » Mia hocha la tête solennellement. « Tonnerre est là. » Le docteur Chen sourit. « Oui, il est dans le jardin avec Patricia, la fille de Monsieur Hay. C'est un arrangement spécial, nous n'autorisons généralement pas les animaux, mais vu les circonstances. » Elle se leva et s'adressa à Emma et Tom. « Je dois vous préparer. » L'état de Monsieur Hay a rapidement décliné ces dernières 24 heures. Il est désormais sous mesure de confort. « Je comprends, » dit Tom en prenant la main d'Emma et en la serrant doucement. Le docteur Chen les conduisit à travers les couloirs de l'hôpital jusqu'à une petite cour-jardin entourée de tous côtés par le bâtiment. Bancs et jardinières créaient une oasis de paix au cœur de l'environnement clinique. Assise sur l'un des bancs se trouvait une femme d'âge moyen, avec le même regard doux que Walter. À côté d'elle, Thunder était allongé au garde-à-vous, le regard fixé sur les portes de l'hôpital comme s'il attendait quelqu'un. Dès que Mia entra dans le jardin, Tonnerre dressa les oreilles. Il se releva, la queue remuant avec hésitation. S'échappant de ses parents pour courir vers le berger allemand, Tonnerre la rejoignit à mi-chemin, tout son corps se trémoussant d'excitation. Il lui lécha le visage tandis qu'elle le serrait fort dans ses bras. Patricia observait la scène avec un mélange d'étonnement et d'émotion. « Il est tellement apathique ces derniers jours, » dit-elle tandis qu'Emma et Tom s'approchaient. « Je ne l'ai jamais vu aussi animé. » Emma se présenta, ainsi que Tom. « Nous sommes vraiment désolés pour votre père. » Patricia hocha la tête en essuyant une larme. « Merci d'être venu. C'était tellement important pour lui de revoir votre fille. Il n'arrête pas de parler d'elle depuis que son état s'est aggravé ou de la façon dont elle a sauvé Thunder, de ce qu'elle savait de choses qu'elle ne pouvait pas savoir. » Elle hésita. Je pensais que c'était le médicament qui le rendait confus, mais en voyant la réaction de Thunder à son égard. Ils regardèrent Mia s'agenouiller près de Thunder, ses petites mains caressant doucement sa fourrure tandis qu'elle lui murmurait à l'oreille. Le chien écoutait avec une intensité inhabituelle, lui donnant parfois un petit coup de museau ou lui léchant la joue. Elle lui dit que c'est normal d'être triste, dit une voix fragile derrière eux. Ils se retournèrent et virent Walter et emmené dans le jardin par une infirmière. Il était beaucoup plus maigre que la dernière fois qu'il l'avait vu, la peau pâle et la respiration difficile, mais ses yeux s'illuminèrent à la vue de Mia et Thunder ensemble. « Papa, tu devrais te reposer, » dit Patricia en se précipitant à ses côtés. « Je me reposerai bien assez tôt, » répondit Walter avec un faible sourire. « Mais d'abord, je dois parler à Mia. » Au son de sa voix, Thunder et Mia levèrent les yeux. Le berger allemand se dirigea immédiatement vers son maître, posant sa tête sur les genoux de Walter. Mia le suivit, se tenant respectueusement à côté du fauteuil roulant. « Bonjour, monsieur Walter, » dit-elle. « Tonnerre dit que vous avez été très courageux. » Les yeux de Walter s'emplirent de larmes. « Pas autant que lui, ou que vous. » Il tendit une main tremblante pour caresser la tête de Tonnerre. « J'ai une question importante à vous poser, Mia. » Mia hocha la tête, son expression sérieuse au-delà de son âge. « Tonnerre va bientôt avoir besoin d'un nouveau foyer, » dit Walter d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Patricia ne peut pas le garder à cause des allergies de son mari. J'ai pensé que, grâce à votre don, vous pourriez peut-être l'aider à trouver le foyer idéal. » Il me l'a déjà montré, dit Mia avec assurance. Walter cligna des yeux, surpris. « Vraiment ? » Mia hocha la tête. « Il m'a montré un endroit avec beaucoup d'arbres et un grand jardin, un endroit où il peut aider les personnes tristes ou malades. » Elle regarda ses parents. « Comme un chien d'assistance pour les patients hospitalisés. » Patricia haleta doucement.
C'est exactement ce dont on parlait, papa et moi. Il y a un programme de dressage de chiens thérapeutiques à l'hôpital pour vétérans près de chez moi. La directrice est une amie, et elle a dit que Thunder serait parfait pour ça, avec son tempérament et son intelligence. Walter secoua la tête, stupéfait. Tu vois? Elle sait. Elle sait toujours. Il fit signe à Mia de s'approcher. J'ai autre chose à t'offrir. De la poche de sa robe, il sortit une petite boîte en bois sculpté, dont la surface était polie par des années de manipulation. Elle appartenait à ma femme, Caroline. Elle avait le même don que toi, mais en moins puissant. Il ouvrit la boîte pour révéler un délicat bracelet en argent orné de petites breloques en forme d'animaux. Elle aurait voulu que tu l'aies. Papa, c'était le plat préféré de maman. Commença Patricia, mais elle s'arrêta en voyant l'expression de paix sur le visage de son père. Il est à sa place maintenant, dit Walter fermement. Il prit le bracelet et l'attacha au poignet de Mia. Il était trop grand pour elle, mais elle le regarda avec respect. Caroline disait toujours que le bracelet l'aidait à se concentrer quand les cris des animaux devenaient trop nombreux ou trop forts. Peut-être qu'il t'aidera aussi un jour. Mia examina les minuscules breloques, un chien, un chat, un oiseau, un cheval et plusieurs autres, chacune d'une finesse exquise. Merci, dit-elle solennellement. Je les garderai précieusement. Walter hocha la tête, satisfait. Il y a encore une chose. Il fit signe à Patricia de s'approcher. Dans mon bureau, à la maison, dans le tiroir du haut, il y a un manuscrit que Caroline était en train d'écrire, un livre sur ses expériences, son don. Elle ne l'a jamais terminé. Je veux que Mia l'ait quand elle sera plus grande. Patricia hocha la tête, les larmes aux yeux. Bien sûr, papa. Walter se renversa dans son fauteuil roulant, l'air soudain épuisé. Je crois que j'ai besoin de repos, murmura-t-il tandis que l'infirmière s'apprêtait à le ramener à l'intérieur. Mia s'avança de nouveau. Thunder veut dire quelque chose, dit-elle. Walter marqua une pause, son regard trouvant son fidèle compagnon. Tonnerre posa ses pattes sur les accoudoirs du fauteuil roulant, se mettant à la hauteur des yeux de son maître. Avec une douce dignité, il lécha une fois la joue de Walter, puis pressa son front contre celui du vieil homme, dans un geste de profonde connexion. Il dit, « Merci de l'avoir sauvé du refuge il y a toutes ces années », traduisit Mia d'une voix douce. Il dit que tu ne seras pas seul dans ton voyage, Caroline t'attend, ainsi que tous les animaux que tu as aidés tout au long de ta vie. Une profonde paix traversa le visage de Walter. Merci, Mia, murmura-t-il, pour tout. Tandis que Walter était emmené, le docteur Chen s'approcha des Parker. Je n'ai jamais rien vu de tel, admit-elle. Le lien entre eux était remarquable. Emma posa une main protectrice sur l'épaule de Mia. Notre fille a une façon unique d'apporter du réconfort. Le docteur Chen hésita, puis tendit sa carte de visite à Emma. Je travaille avec une équipe de recherche qui étudie les bienfaits thérapeutiques de la zoothérapie. Si Mia souhaite un jour participer à notre programme, même de manière informelle, n'hésitez pas. Eh bien, je pense qu'elle pourrait faire beaucoup de bien, a déclaré Emma. Avant qu'Emma puisse répondre, Mia leva les yeux. Les enfants malades ont besoin de plus d'amis animaux, dit-elle d'un ton décisif. Je peux les aider. Plus tard dans la soirée, après leur retour à la maison et après que Mia se soit couchée portant toujours le bracelet en argent qui était beaucoup trop grand pour son poignet, Emma et Tom étaient assis dans le salon, réfléchissant aux événements de la journée. Penses-tu qu'on devrait la laisser participer au programme du docteur Chen, demanda Emma, recroquevillée sur le canapé avec un verre de vin. Tom réfléchit à la question. Ce serait bien pour elle d'utiliser son don dans un environnement structuré, et ça aiderait beaucoup de gens. Il marqua une pause. Mais elle est encore si jeune. La femme de Walter écrivait un livre sur ses expériences, songea Emma. Peut-être pourrait-il fournir des conseils pour aider Mia à développer ses capacités en toute sécurité, ou pour la protéger de ceux qui pourraient ne pas comprendre. Tom hocha la tête. Leur conversation fut interrompue par un léger bruit provenant du couloir.
Ils levèrent les yeux et aperçurent Mia debout dans l'embrasure de la porte, la silhouette en bois de Thunder serrée dans une main, le bracelet scintillant à son poignet. « Je n'arrive pas à dormir, dit-elle. Le tonnerre dit au revoir à Monsieur Walter. Emma ouvrit les bras et Mia grimpa sur le canapé entre ses parents. « Il est triste ?» demanda doucement Emma. Mia secoua la tête. « Pas vraiment. Plutôt comme quand on termine une très bonne histoire, il est prêt pour sa prochaine aventure avec Monsieur Walter. » Tom et Emma échangèrent un regard par-dessus la tête de Mia. Parfois, les réflexions de leur fille étaient d'une sagesse surprenante. « C'est Thunder qui t'a dit ça ?» demanda Tom. « Non, » répondit Mia pensivement. « Je crois que ça vient de moi, » dit-elle en touchant le bracelet en argent. « Ou peut-être de Caroline. » Le téléphone sonna tôt le lendemain matin. C'était Patricia qui appelait pour annoncer que Walter était décédé paisiblement dans son sommeil. Thunder, qui avait été autorisé à rester dans la chambre d'hôpital, avait hurlé une fois au moment de son décès, puis s'était tu. Le plus étrange, dit Patricia d'une voix chargée d'émotion, c'est que Thunder ne semble pas désemparé. C'est presque comme s'il savait et avait déjà fait la paix avec la situation. Je pense qu'il le savait, répondit doucement Emma, en regardant Mia à travers la fenêtre de la cuisine alors qu'elle était assise en tailleur dans le jardin, les yeux fermés et le visage penché vers le soleil du matin. Mia a dit, il disait au revoir hier soir après avoir promis de rester en contact. Concernant la transition de Thunder vers le programme de thérapie canine, Emma raccrocha et rejoignit Tom à la fenêtre. Comment élever un enfant qui évolue entre deux mondes ? Demanda-t-elle, reprenant ses réflexions d'il y a quelques mois. Tom passa un bras autour de ses épaules. Avec amour, conseil et humilité, reconnaissant que parfois, c'est elle qui nous enseignera. Dehors, Mia ouvrit les yeux et sourit à quelque chose qu'elle seule pouvait voir. Le bracelet d'argent captait la lumière du soleil, projetant des prismes de couleurs dansant sur l'herbe. Un écureuil s'approcha avec hésitation, puis avec une assurance grandissante, jusqu'à s'asseoir juste à côté d'elle, l'écoutant apparemment avec autant d'attention qu'un humain. « Je pense que Walter a eu raison de lui offrir ce bracelet, » dit Tom. Elle fait désormais partie d'une lignée où des gens qui peuvent entendre ce que la plupart d'entre nous ne peuvent pas entendre, qui peuvent combler le fossé entre notre monde et le leur. Emma hocha la tête, observant un jet bleu se poser sur le nichoir qu'elles avaient construit, semblant se joindre à la conversation entre Mia et l'écureuil. « J'espère juste que nous serons à la hauteur pour la guider. »« On n'est pas obligé de tout faire seul, » lui rappela Tom en désignant la fenêtre. « Regarde tous ces professeurs. » Au cours des semaines suivantes, Mia a commencé à se rendre une fois par semaine au programme de zoothérapie du Dr Chen après l'école. Sa présence a eu un effet quasi magique, les animaux jusque-là difficiles à dresser sont devenus coopératifs, les créatures anxieuses se sont calmées, et même les animaux les plus traumatisés ont montré des signes d'amélioration grâce à ses soins. Thunder s'est épanoui dans son nouveau rôle de chien de thérapie. Son intelligence et sa douceur en ont fait un chien naturel, et son histoire, celle du chien sauvé par un enfant d'un gratte-ciel, a redonné espoir à de nombreux patients qu'il a rencontrés. Le manuscrit ayant appartenu à Caroline et s'est révélé être une mine d'informations. Bien qu'inachevé, il contenait des récits détaillés de ses expériences de communication avec les animaux, des techniques qu'elle avait développées pour gérer le flux constant de voix animales et des défis auxquels elle avait été confrontée, tant de la part des sceptiques que des croyants. Un passage en particulier a résonné chez Emma, ceux d'entre nous qui entendent les animaux ne sont jamais vraiment seuls, mais ce dont peut être isolant à sa manière. Nous vivons à la croisée de deux mondes, sans jamais appartenir pleinement à l'un ou à l'autre. La clé est de trouver ces âmes rares qui ne partagent peut-être pas notre capacité, mais qui y croient sans se poser de questions ou qui peuvent nous ancrer dans le monde humain tout en respectant notre lien avec le monde animal. Alors que l'hiver laissait place au printemps, la famille Parker s'installa dans une nouvelle normalité, une normalité qui valorisait le don extraordinaire de Mia plutôt que de chercher à le contenir ou à le cacher. Sa réputation grandit au sein de la communauté, non pas comme l'héroïne des gratte-ciel, mais comme une enfant ayant un lien particulier avec les animaux. Les voisins lui amenaient leurs animaux lorsqu'ils étaient malades ou en détresse, les vétérinaires locaux la consultaient pour des cas particulièrement complexes,
et le programme de zoothérapie prospéra sous son influence. Un soir, alors qu'Emma bordait Mia, elle remarqua sa fille entortiller le bracelet de Caroline autour de son poignet. Il était encore trop grand, mais Mia refusait de le quitter. « Ça aide ?» demanda Emma, reprenant les paroles de Walter des mois plus tôt. « Avec les cris d'animaux ?» Mia hocha la tête, endormie. « Quand ils parlent tous en même temps, je touche les charmes et j'imagine une grande et belle porte. Je peux l'ouvrir en grand pour tout entendre, ou juste un peu pour n'entendre que l'essentiel. Ça a l'air d'être une compétence très utile, dit Emma en lissant les cheveux de sa fille. Caroline devait être très sage. C'est vrai, acquiesça Mia, les yeux déjà fermés. Au fait, elle te dit bonjour. Emma se figea, les mains suspendues au-dessus de la tête de Mia. Que as-tu dit? Mais Mia dormait déjà, la respiration profonde et régulière, le bracelet scintillant dans la douce lueur de la veilleuse. Emma sortit discrètement de la pièce, le cœur battant la chamade. Mia avait-elle réellement communiqué avec l'esprit de Caroline, ou s'agissait-il simplement des images d'enfants brouillant la frontière entre souvenirs et fantasmes? Après tout ce dont elles avaient été témoins, Emma n'était plus sûre que la distinction ait encore de l'importance. Dans le couloir, elle s'arrêta pour regarder une nouvelle photo de famille accrochée au mur, Emma, Tom et Mia, avec Thunder fièrement assis à leur côté. Elle avait été prise lors de la remise des diplômes de Thunder au programme de thérapie canine, tous souriaient largement à l'objectif. Ce que la photographie ne montrait pas, c'étaient les innombrables présences invisibles qui enrichissaient désormais leur vie, les animaux qui demandaient conseil à Mia, la sagesse des écrits de Caroline, le souvenir de la gentillesse de Walter, et peut-être même quelque chose de plus, quelque chose qui transcendait les frontières entre la vie et la mort, entre le monde des humains et le monde des animaux. Emma toucha doucement le cadre, un sourire aux lèvres. Leur vie ne serait peut-être pas normale selon les normes conventionnelles, mais elle était extraordinaire dans tous les domaines. Par une chaude matinée de printemps, Mia était assise en tailleur dans le sanctuaire du jardin, le bracelet de Caroline désormais à la bonne taille pour son poignet scintillant au soleil. Autour d'elle, un groupe improbable d'animaux reposait paisiblement, un faucon en convalescence à l'aile abîmée, 2 renardeaux orphelins dormant dans un nichoir, un lapin à 3 pattes grignotant avec bonheur des légumes verts frais, et Tonnerre, qui, malgré son âge avancé, avait fait tout le chemin depuis l'hôpital pour vétérans pour venir lui rendre visite. Emma observait depuis la fenêtre de la cuisine, une tasse de café refroidissant dans les mains. Elle s'était habituée à ce genre de scène, mais elle ne cessait de l'émerveiller, l'harmonie entre des espèces qui auraient dû être prédateurs et proies, le calme parfait avec lequel Mia se tenait au centre de tout cela. Elle devient plus forte, n'est-ce pas, dit Tom en s'approchant d'elle et en lui passant les bras autour de la taille. Emma hocha la tête. Le manuscrit m'a aidé, les techniques de Caroline pour gérer les voix, pour se concentrer sur un animal à la fois sans se laisser submerger. Mais c'est plus que ça, dit Tom doucement. Tu l'as remarqué aussi, n'est-ce pas? Elle n'entend plus seulement les animaux. Emma marqua une pause. Il tournait autour du pot depuis des mois, les signes subtils indiquant que les capacités de Mia dépassaient la communication animale, la façon dont les plantes semblaient s'épanouir sous son toucher, le rêve qu'elle avait parfois réalisé, les rares commentaires, Caroline dit. Ou, Monsieur Walter pense. Qui donnait l'impression qu'elle était en contact avec des personnes disparues. J'ai remarqué, admit Emma. Je ne sais juste pas ce que ça veut dire. Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du portable d'Emma. L'appelant indiquait qu'il s'agissait de Patricia, la fille de Walter et désormais directrice du programme de thérapie canine. Emma, je suis vraiment désolée de te déranger en ce week-end, dit Patricia, la voix tendue par l'inquiétude. Est-ce que Thunder serait avec toi, par hasard? Il s'est éloigné de l'hôpital ce matin et on l'a cherché partout. Emma se tourna de nouveau vers la fenêtre, où Tonnerre reposait toujours paisiblement à côté de Mia. Oui, il est là avec Mia. Je suis désolé, on aurait dû t'appeler pour te prévenir. Le soulagement de Patricia était perceptible. Oh, heureusement. C'est la 3e fois ce mois-ci qu'il vient seul chez vous.
Le personnel commence à plaisanter en disant qu'il a un meilleur sens de l'orientation que notre GPS. Elle marqua une pause. Le fait est, Emma, que je suis un peu inquiète pour lui. Le docteur Lawson l'a examiné hier et, eh bien, son cœur ne va pas très bien. Il a dit qu'on devrait commencer à se préparer. Le cœur d'Emma se serra. Thunder approchait des 15 ans, un âge vénérable pour un berger allemand. Il savait que ce jour viendrait, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Je comprends, dit doucement Emma. Mia est au courant. Tu crois, répondit Patricia. C'est la seule. Je pense que c'est pour ça qu'il vient toujours la voir, il sait. Après avoir promis de ramener Thunder à l'hôpital plus tard dans l'après-midi, Emma raccrocha et rejoignit Tom à la fenêtre. Le tonnerre ne va pas bien, dit-elle simplement. Tom hocha la tête, l'air sombre. Je m'en doutais, vu la façon dont Mia est avec lui ces derniers temps, si douce, comme si elle mémorisait chaque détail. Dehors, comme s'il sentait qu'on parlait de lui, Tonnerre leva son museau gris et regarda droit vers la fenêtre. Ses yeux, bien que voilés par l'âge, conservaient la même intelligence et la même dignité qu'avant. Il remua la queue d'un seul mouvement, gonflé, avant de reposer la tête sur ses pattes. Elle va le prendre mal, dit Emma. Thunder avait été sa première vraie connexion, celui par qui tout avait commencé. Elle comprend la mort mieux que la plupart des adultes, lui rappela Tom. Tu te souviens de ce qu'elle disait à propos de Walter, c'était comme des feuilles qui tombent pour que de nouvelles poussent. Emma hocha la tête, mais son inquiétude demeurait. Ce serait différent, plus personnel, plus douloureux. Cet après-midi-là, alors qu'il se préparait à ramener Thunder à l'hôpital des vétérans, Mia était assise avec lui dans l'arrière-cour, leurs fronts pressés l'un contre l'autre dans le même geste que Thunder avait autrefois partagé avec Walter. Est-ce qu'elle dit au revoir, murmura Tom en l'observant de loin. Je pense qu'ils le sont tous les deux, répondit Emma. Le trajet jusqu'à l'hôpital se fit en silence. Thunder était allongé sur la banquette arrière, la tête posée sur les genoux de Mia. Elle lui caressait la fourrure sans arrêt, murmurant des choses que lui seul pouvait entendre. À l'hôpital, Patricia les accueillit à l'entrée, le visage illuminé par la vue de Thunder. « Te voilà, mon vieil ami, dit-elle en s'agenouillant pour le saluer. Tu nous as inquiétés. Thunder lui lécha la main une fois, puis leva les yeux vers Mia avec une question dans les yeux. C'est bon, dit Mia à voix haute. Tu peux rester ici maintenant. Je comprends. Patricia jeta un coup d'œil à Emma et Tom, qui haussèrent légèrement les épaules. Ils s'étaient habitués à ces conversations à sens unique. Voudriez-vous venir un peu, proposa Patricia. Certains vétérans ont posé des questions sur Mia. Ils disent que les chiens de thérapie sont différents en sa présence, plus intuitifs. Dans l'aile thérapeutique de l'hôpital, l'effet de la présence de Mia fut immédiatement perceptible. Les chiens de thérapie qui se reposaient dans leur lit se redressèrent soudain, la queue remuant. Un chat, habituellement isolé dans un coin de la salle commune, s'approcha nonchalamment pour se frotter aux jambes de Mia. Les vétérans dont beaucoup souffraient de TSPT ou se remettaient de blessures physiques s'éclairèrent visiblement à l'entrée de Mia, la saluant et lui faisant une place dans leur cercle. « Voici l'homme qui murmure aux oreilles des animaux, » dit affectueusement un vieil homme. « Tonnerre, vieux coquin, tu es allé la chercher pour nous, n'est-ce pas ?» Thunder remua la queue, semblant plus énergique que toute la journée. Pendant l'heure qui suivit, Mia passa d'un animal de thérapie à l'autre, chaque animal suivant son exemple. Elle parvint à trouver l'animal idéal pour chaque personne, un chat calme pour une personne souffrant d'anxiété, un chiot exubérant pour une autre personne en quête de réconfort, la sagesse et la stabilité de Thunder pour celles et ceux en quête de réconfort. C'est remarquable, a déclaré le docteur Chen, rejoignant Emma et Tom qui observaient depuis l'entrée. J'étudie la zoothérapie depuis des années, mais je n'ai jamais rien vu de tel, sa façon intuitive de comprendre les animaux et les patients, et de les rapprocher de la manière la plus bénéfique possible. Patricia acquiesça d'un signe de tête. C'est comme si elle pouvait lire les besoins émotionnels de chaque personne et les communiquer à l'animal idéal.
A-t-elle déjà évoqué le fait de voir ou de ressentir des choses au-delà des animaux ou des énergies peut-être, ou des intuitions sur les états émotionnels des gens? Emma hésita et échangea un regard avec Tom. Ils avaient toujours protégé l'étendue des capacités de Mia, inquiets de la réaction des autres ou de leur exploitation. Nous avons remarqué certaines choses, reconnut prudemment Tom. Pourquoi poses-tu cette question? Le docteur Chen semblait légèrement gêné. J'ai pris des notes détaillées sur les séances de thérapie, comparant les moments où Mia était présente et ceux où elle ne l'était pas. Les améliorations des résultats pour les patients sont statistiquement suffisamment significatives pour que nous obtenions une importante subvention de recherche. Mais la science ne peut mesurer que ce qu'elle voit, je soupçonne que le phénomène dépasse ce que nos instruments peuvent saisir. Avant qu'Emma et Tom puissent répondre, ils furent interrompus par un vacarme provenant de la salle commune. Thunder s'était effondré, sa respiration était haletante, ses yeux fixés sur Mia, agenouillée à ses côtés. La vétérinaire s'est précipitée pour examiner le vieux chien. Son cœur est défaillant, a-t-elle dit d'un ton sombre. Il faut l'emmener en salle de soins. Non, répondit Mia avec une autorité surprenante pour un enfant de 10 ans. Il veut rester ici avec ses amis. Les vétérans avaient formé un cercle protecteur autour de Thunder et Mia, leur visage solennel et compréhensif. Nombre d'entre eux avaient vu leurs camarades tomber, ils reconnaissaient la dignité du choix de Thunder. Patricia fit un signe de tête en larmes au vétérinaire. Laissez-le rester. C'est ce qu'il voudrait. Les instants suivants se déroulèrent avec une grâce qui semblait presque chorégraphiée. Les autres animaux thérapeutiques se rassemblèrent, formant un cercle autour de Thunder. Les vétérans qui le pouvaient s'agenouillèrent à leur côté, tandis que ceux en fauteuil roulant se penchèrent en avant, les mains tendues en signe de soutien. Mia était assise en tailleur, la tête de Tonnerre sur ses genoux, ses mains caressant doucement sa fourrure. Son bracelet reflétait la lumière de ses mouvements, le petit pendentif animal semblant rayonner d'une lumière intérieure. « Il veut que je vous dise quelque chose », dit Mia d'une voix claire dans la pièce silencieuse. « Il vous remercie de l'avoir laissé vous aider à guérir. Cela lui a donné un but après le départ de Monsieur Walter. » Les vétérans hochèrent la tête, beaucoup essuyant leurs larmes. Il explique que les animaux perçoivent la douleur différemment des humains. Ils ne se laissent pas piéger par le passé et ne s'inquiètent pas de l'avenir. Ils ressentent simplement l'instant présent. Mia regarda autour d'elle. Il espère t'avoir aidé à apprendre à faire ça aussi. C'est vrai, a répondu un vétéran d'un ton bourru. Ce chien m'a appris à vivre l'instant présent plus que n'importe quel thérapeute. La respiration de Thunder devint plus difficile, mais ses yeux restèrent fixés sur Mia. Elle se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, quelque chose d'intime, entre eux. Quoi qu'elle dise, cela semblait l'apaiser. Sa queue remua faiblement une dernière fois, puis, entouré de ceux qui l'aimaient, le courageux berger allemand qui s'était autrefois suspendu à un gratte-ciel rendit son dernier souffle. Le silence qui suivit fut profond, seulement interrompu par les sanglots légers de certains vétérans et du personnel. Mais le visage de Mia, bien que baigné de larmes, exprimait une étrange sérénité. « Il est avec Monsieur Walter maintenant, dit-elle doucement. Et Caroline aussi. Il lui montre une belle prairie où il peut courir sans que ses vieilles hanches ne lui fassent mal. » Emma s'approcha pour réconforter sa fille, mais s'arrêta net lorsqu'elle vit quelque chose d'extraordinaire. Les autres animaux thérapeutiques, au lieu de manifester leur détresse face à la disparition de Thunder, s'étaient regroupés en un cercle encore plus serré autour de Mia et du chien disparu. Ils restèrent assis, parfaitement immobiles, comme s'ils veillaient sur un moment sacré. Le docteur Chen l'a également remarqué. « Je n'ai jamais vu d'animaux se comporter ainsi face à la mort, murmura-t-elle. En général, ils la sentent et s'agitent. C'est plutôt un rituel. » Pendant plusieurs minutes, la scène resta inchangée, les animaux maintenant leur cercle, les humains observant dans un silence respectueux, Mia au centre avec la forme immobile de Thunder. Puis, avec une profonde inspiration, Mia posa doucement la tête de Thunder et se leva. « Il est parti maintenant, dit-elle simplement. Mais il continuera d'aider les gens, mais d'une manière différente. » Le trajet du retour se fit en silence,
chacun perdu dans ses pensées. Mia était assise, le bracelet de Caroline entre les doigts, touchant de temps à autre l'un des charmes comme pour en tirer du réconfort. « Ça va, ma chérie ?» demanda Emma alors qu'ils entraient dans leur allée. Mia hocha la tête. « Je suis triste, mais pas trop. » Thunder n'avait pas peur du tout. Il était prêt. « Tu l'as aidé à se préparer ?» dit Tom. « C'est une belle chose que tu as faite pour lui. » Plus tard dans la soirée, après que Mia soit allée se coucher, Emma et Tom étaient assis dans la cuisine pour réfléchir aux événements de la journée. « Que penses-tu qu'elle voulait dire par le fait que Thunder aide toujours les gens d'une manière différente ?» demanda Tom. Emma secoua la tête. « Je ne sais pas. Peut-être que son simple souvenir inspirera les gens. » Ils n'ont pas eu à attendre longtemps avant d'obtenir une réponse. 3 jours plus tard, Patricia les a appelés pour leur annoncer une nouvelle qui les a laissés sans voix. « Vous n'allez pas le croire, » dit-elle, la voix tremblante d'excitation. « Un de nos vétérans, Marcus, vous vous souvenez de lui? Celui qui souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique si grave qu'il parlait à peine ce matin, il est venu me voir et m'a dit que Tonnerre lui avait rendu visite en rêve la nuit dernière et lui avait montré où trouver l'ancrage émotionnel dont il avait besoin pour se sentir à nouveau en sécurité. Il s'est réveillé, pour la première fois depuis des années, n'a pas pris ses anxiolytiques. » La main d'Emma se resserra autour du téléphone. « C'est remarquable. C'est encore plus extraordinaire, » a poursuivi Patricia. 3 autres vétérans ont raconté des expériences similaires, des rêves de Thunder les guidant vers des découvertes émotionnelles. Ils ont tous décrit la même image de Thunder, redevenu jeune, courant librement dans un pré, exactement comme Mia l'a décrit. Une fois l'appel terminé, Emma resta assise, immobile, à la table de la cuisine, essayant de comprendre ce qu'elle avait entendu. Le tonnerre continuait d'aider les gens après la mort, apparaissant en rêve exactement comme Mia l'avait décrit, cela repoussait les limites de ce qu'Emma avait fini par accepter concernant le don de sa fille. Tom la retrouva toujours assise là 1 heure plus tard. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, alarmé par son expression. Emma lui parla de l'appel de Patricia. « C'est une chose d'accepter que Mia puisse communiquer avec les animaux, dit-elle, mais si elle pouvait, d'une manière ou d'une autre, faciliter un lien entre l'esprit de Thunder et ses vétérans. Ce n'est peut-être pas si différent, suggéra Tom après un moment de réflexion. Elle a toujours été un pont entre les mondes, le monde animal et le nôtre. Peut-être que la mort n'est qu'une autre frontière qu'elle peut franchir. » Le lendemain matin, Emma trouva Mia dans le sanctuaire du jardin, entourée, comme d'habitude, d'une multitude d'animaux. Les renardeaux avaient été relâchés dans la nature, mais de nouveaux résidents avaient pris leur place, un raton laveur aveugle, un faon boitant et une corneille à l'aile endommagée. « Mia, » dit doucement Emma en s'asseyant à côté de sa fille, « pouvons-nous parler de Thunder ?» Mia hocha la tête, ses doigts se dirigeant automatiquement vers le bracelet de Caroline. « Vous voulez en savoir plus sur les rêves des vétérans ?» Emma n'aurait pas dû être surprise que Mia soit déjà au courant. « Oui. Patricia a appelé hier. Le tonnerre continue de les aider, » dit simplement Mia. « Il l'avait promis, et tu as contribué à rendre cela possible. » Mia réfléchit à la question. « Je crois que je viens de lui rappeler qu'il le pouvait. » Le livre de Caroline contenait un chapitre sur ce sujet, les animaux ne comprennent pas la mort comme les humains. Ils savent que c'est un changement, pas une fin. Elle leva vers sa mère ses yeux de vieille âme qui avait toujours vu plus loin qu'il n'aurait dû. Le bracelet aide aussi. C'est comme une connexion entre les deux côtés. Emma prit une grande inspiration. « Ma chérie, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Tes capacités évoluent, elles changent. Ce n'est plus seulement le cas des animaux, n'est-ce pas ?» Mia secoua lentement la tête. « Il n'y a jamais eu que les animaux, maman. Je ne savais juste pas comment l'expliquer avant. Le livre de Caroline m'a aidé à comprendre. Elle appelait ça les fils qui unissent tous les êtres vivants. Les animaux les expriment plus clairement, car ils ne cachent pas leurs émotions comme les humains. Et Thunder, Walter, Caroline, on communique vraiment avec eux. Ce n'est pas vraiment comme parler, tenta d'expliquer Mia.
plutôt les sentir tout près, sentir ce qu'ils veulent partager. Elle toucha le pendentif chien de son bracelet. Le tonnerre dit de ne pas s'inquiéter. Il dit que je suis censé être un pont. Au cours des années qui suivirent, la réputation de Mia passa du statut de phénomène local à celui de légende. Le programme de recherche prit de l'ampleur, attirant l'attention des scientifiques, des chefs spirituels et des sceptiques. Certains cherchèrent à démystifier ses capacités, d'autres à les canoniser, mais la plupart furent simplement témoins des résultats indéniables de ses travaux, des animaux guéris, des personnes réconfortées, des liens tissés entre des mondes que la plupart ne percevaient pas. À la veille du 16e anniversaire de Mia, Emma trouva sa fille assise dans le sanctuaire du jardin, qui occupait désormais la majeure partie de leur propriété. Ce n'était plus seulement un espace de réadaptation pour animaux blessés, mais un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchaient la guérison sous toutes ses formes. « C'est un grand jour demain », dit Emma en s'installant à côté de Mia sur le banc que Tom avait construit il y a des années. Mia hocha la tête, ses doigts jouant avec le bracelet en argent qui ne quittait jamais son poignet. Les breloques s'étaient multipliées au fil des ans, cadeaux de patients reconnaissants, souvenirs de moments importants, symboles des innombrables vies qu'elle avait touchées. « J'ai pensé à l'avenir, » dit Mia, sa voix n'étant plus celle d'une enfant, mais pas encore celle d'une adulte. « À ce que je suis censé faire de ce don. »« Et qu'as-tu décidé ?» demanda Emma. Mia sourit en contemplant le sanctuaire où animaux sauvages et domestiques cohabitaient dans une harmonie impossible. Caroline a fini son livre aujourd'hui. Emma se tendit. Même après toutes ces années, ces allusions désinvoltes aux morts la prenaient encore au dépourvu. « Que veux-tu dire ?»« À travers moi, » expliqua Mia. Le manuscrit qu'elle a laissé inachevé, je sais comment il se termine maintenant. Elle me l'a montré petit à petit. Elle se tourna vers sa mère, le regard brillant d'une intention. Il s'agit de construire des ponts, maman. Pas seulement entre les animaux et les humains, mais entre tous les mondes qui cohabitent sans se toucher, les vivants et les morts, le visible et l'invisible, les souvenirs et les oubliés. Cela ressemble à une sacrée mission, dit Emma, essayant de garder sa voix stable malgré la chair de poule qui lui montait au bras. Je suis né pour ça, dit Mia avec la certitude tranquille qui l'avait toujours caractérisée, même à 5 ans, debout sur le rebord d'un gratte-ciel pour sauver un chien qu'elle n'avait jamais rencontré. Thunder l'a su le premier, c'est pourquoi il m'a appelé ce jour-là. Il savait que je pouvais l'entendre quand personne d'autre ne le pouvait. Alors que l'obscurité tombait sur le sanctuaire, les animaux s'installèrent pour la nuit, chacun trouvant sa place idéale dans ce havre créé par une enfant qui avait atteint son extraordinaire destin. Quelque part au loin, un loup hurla un son rare dans leur région, mais devenu plus fréquent à mesure que la nouvelle se répandait parmi le monde animal qu'il existait un endroit où chacun était le bienvenu et compris. Mia pencha la tête, écoutant quelque chose d'inaudible. Un sourire effleura ses lèvres. Le tonnerre dit, « Joyeux anniversaire, Monsieur Walter aussi. » Et Caroline de dire, « Les plus beaux cadeaux sont ceux qu'on offre aux autres. » Emma passa un bras autour des épaules de sa remarquable fille, ne remettant plus en question ces messages venus d'au-delà mais reconnaissante du réconfort qu'ils lui apportaient. « Ils ont raison, » dit-elle doucement. « Et tu as donné plus que la plupart des gens au cours de leur vie. » Mia se pencha dans les bras de sa mère, toutes deux regardant les premières étoiles apparaître dans le ciel crépusculaire. « Ce n'est que le début, » murmura-t-elle, sa voix portant la promesse de ponts encore à construire, de mondes encore à connecter et de compréhension encore à partager. À ce moment-là, dans le sanctuaire silencieux créé par l'amour et un don extraordinaire, la distance entre tous les mondes animal et humain, vivant et mort, vu et invisible ne semblait pas plus grande que l'espace entre deux battements de cœur, comblé par une fille qui avait autrefois tout risqué pour sauver un chien. Pendue à un gratte-ciel et, ce faisant, trouver son destin. Cette histoire incroyable nous rappelle que parfois les connexions les plus extraordinaires viennent des endroits les plus inattendus.